Bonjour à tous. Mon invité au départ aujourd'hui était Boaz Bismuth, député du Likoud. Mardi soir, on apprenait qu'il y avait eu une explosion dans un quartier de Beyrouth contrôlé par le Hezbollah et qu'elle visait un haut responsable du Hamas, Salah al-Haouri. Mercredi matin, je recevais ce poste. Le gouvernement israélien demandait aux députés de la Knesset de ne pas donner d'interview pour les quelques jours à venir. 90 jours après le 7 octobre, Israël compte 1200 morts. 129 otages aux mains du Hamas ou autres proxys terroristes. 12 387 blessés, soignés dans les hôpitaux israéliens. Et personne dans le pays n'entrevoit la fin du conflit. Ni Benjamin Netanyahou, toujours au pouvoir, et qui promet d'intensifier les combats pour anéantir le Hamas. Ni Yair Lapid, le chef de l'opposition qui, dès le 16 octobre, appelait sur Chanel 12, sous forme d'une motion de confiance, au départ du Premier ministre, sans attendre la fin de la guerre. Ni Benny Gantz d'ailleurs, qu'un institut de sondage plaçait largement en tête le 17 octobre pour former une coalition. Une avance confirmée d'une enquête parue fin décembre. Mais après l'apathie des premiers jours, 3 mois après, les différentes forces politiques de la Knesset ont renoué avec leur rivalité, leurs désaccords sur les questions clés, la sécurité, l'économie et la recherche d'une solution au conflit avec les Palestiniens. Le président Yitzhak Herzog ne s'est pas gêné d'intervenir sur le retour à un débat toxique qui nuira à l'effort de guerre et mettra directement en danger les soldats au front. Pour détailler, analyser et commenter ces premiers points, nous retrouvons en Israël Daniel Haïk, analyste politique de la chaîne I24. Daniel Haïk, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors avant de commenter les événements marquants de ces 15 derniers jours, l'information importante de la semaine a été l'élimination d'un haut responsable du Hamas, Salah al-Haouri à Beyrouth. Daniel Haïk, est-ce que l'ouverture d'un second front avec le Hezbollah de plus en plus agressif, est-il encore inévitable? Et est-ce que cet affrontement est souhaitable? Bien, écoutez, tout cela va dépendre de la manière dont le leader du Hezbollah, du mouvement chiite terroriste, Hassan Nasrallah, va considérer cette attaque, cette élimination de Salah al-Haouri hier. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut rappeler que cette élimination s'est produite dans le quartier de Daria, qui est le quartier sud, un des quartiers sud de Beyrouth et qui est le bastion du Hezbollah. Et donc, quelque part, en attaquant à la fois un des leaders, le numéro 2 du Hamas, et dans un bastion de Hezbollah, quelque part, on pourrait avoir le sentiment que ceux qui ont frappé, puisque, je le rappelle, l'État d'Israël n'a pas endossé la responsabilité officiellement de ce qui s'est passé hier, ceux qui ont frappé ont voulu peut-être frapper, faire d'une pierre deux coups, si je puis dire, c'est-à-dire éliminer un des chefs du Hamas, et on le sait, Binyamin Netanyahou, l'échelon politique, l'échelon militaire, les services secrets, pas plus tard qu'il y a quelques heures, lors d'une des obsèques de l'ancien chef du Mossad, Tzvi Zamir, qui est décédé à l'âge de 98 ans, eh bien, qui était le chef du Mossad au moment de la guerre de Kippour, eh bien, l'actuel chef du Mossad, Dedi Barnea, a rappelé cet engagement à éliminer systématiquement tous les terroristes qui étaient responsables de près ou de loin des massacres du 7 octobre. Donc, d'un côté, il y a cette frappe contre l'un des leaders du Hamas, un leader extrêmement important, et de l'autre côté, il y a une sorte d'avertissement en direction du Hezbollah. Et la réaction de Hassan Nasrallah sera déterminante. Jusqu'à présent, il faut bien rappeler, Alexandre, que Hassan Nasrallah est un homme, on va dire, dissuadé. C'est un terme que l'on utilise beaucoup en Israël, la dissuasion, mais c'est un terme qui a été battu en brèche. C'est une situation qui a été battue en brèche le 7 octobre. La force de dissuasion d'Israël a été considérablement affaiblie, considérablement atteinte par les massacres du 7 octobre, par l'entrée à l'intérieur du territoire israélien de milliers de terroristes du Hamas. Et donc, quelque part, la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui,
donc 3 mois après, Hassan Nasrallah est toujours dissuadé comme il l'a été depuis la fin de la Seconde Guerre du Liban en 2006. Je vous rappelle que depuis 2006, Hassan Nasrallah se terre dans son bunker quelque part, probablement à Beyrouth, mais peut-être ailleurs aussi, et il a dit lui-même, s'il avait su que l'armée israélienne allait réagir comme elle a réagi à l'époque de la Seconde Guerre du Liban, c'est-à-dire en matraquant, en détruisant une partie importante de ce quartier de Daria à Beyrouth, eh bien, il ne se serait pas lancé dans cette aventure de la Seconde Guerre du Liban. Il faudra voir comment Hassan Nasrallah perçoit cet attentat, cette attaque ciblée, chirurgicale, extrêmement précise, qui nécessite des services de renseignement extrêmement sophistiqués et qui prouve que aujourd'hui encore, l'État d'Israël, même si il a été affaibli naturellement par ce qui s'est passé le 7 octobre, eh bien, dispose de services de renseignement qui sont extrêmement performants et qui peuvent remettre en cause, on va dire, l'existence de Hassan Nasrallah lui-même. Alors le passage à la nouvelle année civile a été marqué depuis Gaza par des tirs de roquettes vers le centre d'Israël, mais aussi depuis le Liban sur la Galilée, de la Syrie vers le Golan, avec interception de drones au-dessus de Kiryat Shmona, et puis il y a eu aussi quelques heurts sporadiques en Judée-Samarie. Alors comment on peut qualifier ce qui se passe au nord? Est-ce qu'on peut qualifier ça d'escarmouche ou alors de drôle de guerre? On va dire, c'est ni une drôle de guerre, ni c'est bien plus que des escarmouches. On peut parler de guerre latente dans le nord, mais de guerre à faible intensité. Parce que, on le sait, si Hassan Nasrallah, encore lui, avait décidé, sur ordre de Téhéran, parce qu'il ne décide jamais lui-même tout seul, s'il avait décidé de lancer une offensive contre Israël, eh bien, on le sait, cela aurait fait mal à l'arrière israélien, puisque, on le sait, il y a des dizaines de milliers de missiles du Hezbollah, dont certains, des centaines, ou peut-être même plus, des missiles qui sont des missiles de précision, qui auraient frappé le territoire israélien, on peut dire au moins le nord du pays, mais même peut-être plus. Et c'est une autre paire de manches que les roquettes artisanales du Hamas dans la bande de Gaza. Et donc, s'il avait voulu aller jusqu'au bout, eh bien, il aurait déclenché cette guerre depuis le début. Il aurait, on va dire, fait actionner ce partenariat qu'il a créé ou qui a été créé, on va dire, par l'intermédiaire de l'Iran, entre le Hamas et le Hezbollah, entre les chiites et les sunnites, c'est assez exceptionnel en tant que tel dans le monde arabe, pour détruire l'État d'Israël. Il aurait pu le faire. Pour l'instant, il ne l'a pas fait, justement parce que, comme je le disais, il est dissuadé. Justement parce que il sait que Israël, si Hassan Nasrallah, s'il tire des missiles en direction du territoire israélien, la riposte israélienne de l'armée de l'air ne sera pas contre les quelques positions, on va dire, du Hezbollah dans le sud du Liban. Ça sera contre Beyrouth. C'est-à-dire, c'est la destruction du Liban. Tout le monde le sait. Les Américains le savent. Et c'est la raison pour laquelle ils ont envoyé depuis le début du conflit 2 porte-avions, un sous-marin. Les Français le savent. C'est la raison pour laquelle ils essayent, avec leurs petits moyens, je dirais, d'obtenir une sorte de trêve, de cessez-le-feu, qui pourrait reposer sur la fameuse résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été votée justement à la fin de la guerre du Liban et qui oblige, je le rappelle, c'est une résolution de l'ONU qui oblige le Hezbollah à rester au-dessus du fleuve du Litani, c'est-à-dire à 30 km, 20 à 30 km au-dessus de la frontière bleue, de la frontière entre Israël et le Liban, et ne pas descendre. Or, aujourd'hui, de facto, le Hezbollah est le long de la frontière israélo-libanaise, c'est ce qui crée les tensions. Donc, il est clair que si Nasrallah l'avait voulu, eh bien, il aurait déjà déclenché cette guerre. Et donc, pour l'instant, cette guerre latente, cette guerre à petit feu, elle sert les intérêts de tout le monde. Elle sert les intérêts de Hassan Nasrallah d'un côté, mais elle sert aussi les intérêts d'Israël, parce qu'Israël doit se préoccuper en priorité de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Il n'a pas réglé encore le problème de la bande de Gaza, même s'il a une armée puissante, même il y a des centaines de milliers de réservistes, qui, une partie déjà commence à se libérer. Eh bien, en Israël, on préfère clairement régler une fois pour toutes le problème de Gaza, et ensuite seulement se tourner vers le nord du pays. Alors justement, puisque vous parlez de Gaza, fin décembre, Benjamin Netanyahou écartait toute pause dans l'offensive contre le Hamas et promettait d'intensifier les combats pour une guerre qui n'est pas près de finir, et même si cela exige
un coût très élevé. Israël chaque jour subit la guerre et chaque jour qui passe, c'est une épreuve pour le pays. 3 mois après le 7 octobre, Daniel Haïk, quel est l'état d'esprit de la population israélienne? Combatif, revanchard, apathique, résilient, sceptique ou alors complètement résilié? Alors, je vais dire, Alexandre, qu'il n'y a pas une population israélienne. Je vais dire très clairement qu'il y a 2 types de population israélienne aujourd'hui. Il y a les dizaines et centaines de milliers de soldats qui sont pour certains des soldats du contingent, pour d'autres des dizaines de milliers au moins des réservistes. Il y a plus de 300 000 réservistes qui ont été mobilisés à partir du 7 octobre. Et donc, il y a une dissonance extrêmement forte entre ce qui se passe sur le terrain, que ce soit dans le sud, à l'intérieur de la bande de Gaza, ou dans le nord, le long de la frontière israélo-libanaise, et ce qui se passe à l'arrière. J'en veux pour preuve des témoignages que j'ai recueillis de réservistes qui ont terminé leur service, qui ont fait 3 mois de réserve, ce qui est tout à fait rarissime, et qui sont revenus à la vie civile, et qui disent « mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point on a l'impression qu'il s'agit de 2 mondes différents ». C'est un peu, Alexandre, si vous vous souvenez, ce que disaient les militaires quand ils revenaient du Vietnam. Ils combattaient, ils étaient dans l'enfer du Vietnam. Quand ils revenaient en Amérique, aux États-Unis, eh bien, ils avaient l'impression que personne ne s'occupait d'eux, de se préoccuper de leur sacrifice. Eh bien, là, c'est un peu le même sentiment, alors qu'avec une différence, c'est que le Vietnam, c'est quand même à quelques milliers de kilomètres des États-Unis. Là, on est dans la même région, on est dans le même pourtour. Et là, il y a effectivement les soldats, les réservistes, qui sont des gens adultes, qui travaillent, qui ont des positions politiques, qui peuvent les exprimer même dans l'armée, eh bien, ils disent tous, nous avons combattu côte à côte, religieux, laïcs, sfarad, ashkénazes, gauche, droite, centre, tous, depuis 3 mois, nous combattons parce que nous sommes persuadés que c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il faut éradiquer le Hamas. C'est pas un slogan, c'est la réalité. Et nous sommes convaincus. Mais lorsque nous retournons à l'arrière, eh bien nous voyons des débats à la télévision, des polémiques qui ressurgissent, des analystes politiques, militaires, sécuritaires, diplomatiques qui sont là, qui essayent d'expliquer toutes sortes de choses et qui disent que tout cela ne correspond à aucune réalité sur le terrain, que ceux qui sont sur le terrain voient à quel point on est soudés, on est unis pour une seule et même cause et une cause juste, et à l'arrière, on revoit les mauvaises habitudes d'avant le 7 octobre. Et ça, c'est très marquant, c'est comme cela que je dirais, il y a presque deux Israël, ceux qui combattent et ceux qui à l'arrière discutent. Et j'avoue que, je le dis franchement, même les journalistes ont une dose de responsabilité dans ce qui se passe actuellement, parce que moi, quand je regarde certaines des émissions dans les chaînes de télévision israéliennes générales, eh bien, je me dis, mais ils ne se rendent pas compte qu'on est en guerre, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des milliers de soldats qui sont au combat. Ils parlent comme si on était dans un salon feutré, je dirais, aux Champs-Élysées. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire, il faut que tout le monde se montre responsable. Les journalistes, les hommes politiques, y compris les juges, on va en parler certainement. Tout le monde doit se montrer responsable et à la hauteur du dévouement incommensurable de ces dizaines, centaines de milliers de jeunes qui sont au combat. Le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, la République tchèque soutiennent Israël dans sa lutte contre le Hamas. Les États-Unis aussi, mais avec quelques nuances. Mi-décembre, Joe Biden critiquait Benjamin Netanyahou en le mettant en garde sur sa conduite de la guerre. Comment le gouvernement Daniel Haïk a-t-il perçu ces avertissements et est-ce qu'il en tient compte? Alors, Joe Biden, il faut le dire une fois pour toutes, c'est probablement le grand miracle, ou l'un des grands miracles de cette guerre. Le fait que le président américain, on est près de 90 jours après le déclenchement de la guerre, le fait que le président américain soutient l'État d'Israël, continue à soutenir l'État d'Israël. Et quand je parle de soutenir l'État d'Israël, ce ne sont pas seulement des déclarations, ce sont des actes. Je parlais des 2 porte-avions, je parlais d'un sous-marin.
je peux aussi parler des quantités astronomiques de bombes, de munitions qui ont été acheminées depuis le début de la guerre pour Israël. Pour vous donner un ordre de grandeur, ce que les industries militaires israéliennes parviennent à produire en temps normal et même en accéléré ne représente que 40% de ce que l'armée de l'air israélienne a bombardé dans la bande de Gaza. Et donc, il faut trouver les 60 autres pourcents. Ces autres 60 autres pourcents, ils viennent des États-Unis. Le Pentagone fournit à Israël énormément d'obus, de munitions de différentes catégories, de différentes portées, pour tenir le choc de la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Et donc, on ne peut pas ne pas tirer un coup de chapeau magistral en direction de Joe Biden. Selon Joe Biden, il a un parti, même si lui dit, et il est sincère quand il le dit, parce qu'il le dit tellement de fois que ça fait partie, il n'était pas obligé de le dire autant, ça fait partie de la personnalité du bonhomme. Il est sioniste, il n'est pas juif, mais il est sioniste. On peut être sioniste sans être juif, dit-il. Eh bien, il a un parti, et son parti, le Parti démocrate, a une aile gauche qui est de plus en plus virulente. On le sait, ce n'est pas un secret. Joe Biden, rappelez-vous ce que je vous dis, c'est le dernier président des États-Unis qui soutiendra Israël comme il le soutient aujourd'hui. C'est-à-dire ensuite, que ce soit même chez les républicains, il sera difficile. C'est vrai qu'on peut peut-être envisager que, par exemple, l'ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, dont le nom m'échappe maintenant, sur sa candidate. Mais même si aujourd'hui Donald Trump devait redevenir président des États-Unis, on ne pourra pas compter sur un soutien aussi massif de la part des États-Unis que celui de Joe Biden. Donc ça, il faut clairement insister. Maintenant, de temps en temps, Joe Biden dit moi j'ai une aile gauche, j'entre en année électorale, je dois tenir compte d'une partie de mon électorat, et donc je dis à Benjamin Netanyahou, attention, les civils palestiniens, attention, l'aide humanitaire, attention, l'acheminement de carburant. Et de ce point de vue-là, Benjamin Netanyahou est obligé de céder, il ne peut pas faire autrement. On ne peut pas refuser au président américain, même si il y a quelque part une forme d'absurdité de laisser entrer à l'intérieur de la bande de Gaza des centaines de milliers de litres de carburant pour la population civile, tout en sachant que ce carburant va être détourné dans les tunnels du Hamas pour servir aux générateurs qui permettent de respirer dans les tunnels du Hamas où se cache la direction du mouvement terroriste. Donc, même si effectivement ça peut paraître paradoxal, et qu'on voudrait pouvoir geler cet acheminement de carburant, c'est pas possible parce que les Américains le demandent, ils insistent, et il faut faire avec, il faut gérer avec, et ce n'est pas facile, mais ça fait partie des règles du jeu de la guerre. En début de semaine, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées françaises, de passage au Liban avec les casques bleus. Les casques bleus français n'étaient pas très optimistes dans son discours. Ceci sur la situation qu'il avait trouvée. Je serais un mauvais ministre si je ne vous prévenais pas que la mission va continuer d'être, si ce n'est inconfortable, mais potentiellement très dangereuse. C'était une prédiction ? Il a eu des sources qui ont fait qu'il savait par avance que Beyrouth allait être... non ? Non, ça va être très dangereux, effectivement. Si on s'achemine vers un conflit entre le Hezbollah et l'État d'Israël, les forces de la finule qui se baladent le long de la frontière dans cette forme d'enclave, dans cette barrière de sécurité virtuelle au-dessus de la frontière israélo-libanaise, eh bien oui, ils sont en difficulté. Je peux envisager qu'ils ne resteront pas là longtemps. Donc effectivement, ils se retrouveront dans une situation périlleuse. Mais si je peux me permettre d'adresser une sorte de suggestion au ministre de la Défense français, c'est de dire si la France est une puissance comme elle le dit, comme elle dit l'être en tout cas, si la France a un intérêt particulier pour l'avenir du Liban, qu'elle souhaite que le Liban reste un pays, ou en tout cas essaye de rester un pays dans la mesure du possible autonome, indépendant, etc., eh bien il lui suffit tout simplement
maîtriser, de museler le Hezbollah et de faire appel peut-être à tous ses alliés pour essayer de faire en sorte que le Hezbollah ne déclenche pas les hostilités, de faire en sorte que le Hezbollah revienne au-dessus du Litani et ne menace pas l'État d'Israël. C'est aussi simple que cela. Pourquoi la France ne parvient pas à le faire? Peut-être parce qu'elle présume de ses forces et elle n'a pas suffisamment de pouvoir dans la région et que finalement, les seuls qui ont toujours du pouvoir, ce sont les Américains. Ce sont eux qui peuvent gérer une telle situation sur le multifront, que ce soit dans la bande de Gaza, dans le nord, avec les Houthis en mer Rouge, et dans d'autres secteurs comme par exemple aussi en Irak. En début de semaine, la Cour suprême annulait la suppression de la clause de raisonnabilité. Le quotidien Le Monde titrait « La Cour suprême inflige un camouflet à Benjamin Netanyahou ». Alors, Daniel Haïk, si j'ai bien compris, c'est un texte voté par la Knesset qui réduisait les pouvoirs judiciaires de contrôle envers le pouvoir politique que la Cour suprême s'est réoctroyé. C'est à peu près ça, non? Oui, c'est une définition assez correcte de la réalité. Et c'est justement dans la manière dont vous présentez, vous comprenez pourquoi ce verdict de la Cour suprême est loin de faire l'unanimité. Le problème de ce verdict, il est double. Le premier, c'est qu'il intervient en temps de guerre. Et que beaucoup de gens, y compris parmi le monde de la justice, des juristes, y compris certains juristes de gauche ou de centre, ont estimé qu'il n'était pas correct que la Cour suprême publie un tel verdict en temps de guerre alors que les soldats combattent dans la bande de Gaza. Finalement, la présidente sortante de la Cour suprême a décidé de le publier. Il faut préciser tout de même, pour être tout à fait honnête, que la loi l'obligeait à publier c'était son dernier verdict à publier, puisqu'elle est déjà partie à la retraite depuis le 15 octobre. Elle avait 90 jours pour rédiger ce dernier, où il y en a un autre encore à rédiger sur un autre dossier qui fait polémique. Il s'agit de l'indisponibilité de Benjamin Netanyahou, mais là, c'était particulièrement important parce que il y avait une double question à répondre dans ce verdict. La première, c'était question de principe. Est-ce que la Cour suprême a le droit de casser des lois fondamentales, parce que la loi qui a été votée par la Knesset est un amendement à une loi fondamentale? Et la deuxième question, c'est est-ce que la Cour suprême a le droit doit invalider cette fameuse loi visant à annuler toute la clause de raisonnabilité? Les résultats sont assez intéressants. 12 juges sur 15, puisque ce sont tous les juges de la Cour suprême qui se sont mobilisés pour ce verdict, eh bien 12 juges sur 15 ont estimé que la Cour avait le droit d'invalider sur le principe des lois fondamentales, et c'est en soi un décret ou un verdict historique, parce que pour vous donner un ordre une matière de comparaison, je vous rappelle que l'ancien président mythique de la Cour suprême, le juge Aaron Barak, lui-même avait dit qu'il ne fallait pas que la Cour suprême s'immisce dans les affaires de l'échelon législatif, c'est-à-dire de la Knesset, dans le cadre de lois fondamentales. Les lois fondamentales, elles ont un caractère spécial il ne faut pas les toucher. C'est ce qu'il avait dit à l'époque. On voit que ses disciples, en particulier Esther Hayoud, la présidente de la Cour suprême, estiment que non, que dans certains cas, la Cour suprême doit pouvoir invalider une loi fondamentale. Quant à la loi sur la raisonnabilité, il y a 8 juges sur 7, 8 juges qui ont voté en faveur de l'annulation de cette loi, 7 qui ont voté contre, qui ont décidé de voter contre l'annulation de cette loi, 8 contre 7. Cela prouve que la Cour suprême est moins monolithique qu'on ne le disait. Cela prouve qu'il est aussi difficile de faire des séparations des cloisonnements très clairs entre les juges libéraux et les juges conservateurs. Mais cela prouve aussi que la Cour suprême est totalement déconnectée de la réalité, qu'elle ne mesure pas à quel point, finalement, quand elle publie un tel verdict, d'abord les Israéliens, ils n'ont, dans le meilleur des cas, que mépris pour ce genre de verdict,
ils n'en ont qu'à faire aujourd'hui. D'ailleurs, je dois vous dire, en temps normal, ce débat aurait fait les manchettes des quotidiens israéliens, ou ce verdict aurait fait les manchettes des quotidiens israéliens pendant plusieurs jours. Là, en raison de la guerre, eh bien, on parle plus, on a parlé du verdict, mais on repasse aux événements qui sont prioritaires, la guerre dans le sud, la situation de tension dans le nord, l'élimination de Salah El-Harouri. Donc c'est une sorte de coup d'épée dans l'eau, et si la Knesset le veut, elle pourra à nouveau refaire voter une loi qui sera peut-être plus nuancée que cette loi votée en juillet dernier, et sur laquelle la Cour suprême n'aura pas la possibilité d'invalider. C'est tout simple. Alors, à l'image de Sderot, ville martyre proche de Gaza et fief du Likoud, les observateurs constatent un effritement de la confiance des Israéliens envers Netanyahou. Selon un sondage, il aurait été largement battu par Gantz si les élections avaient eu lieu le 17 novembre. Mais le 28 décembre, selon un second sondage, Benny Gantz renforçait son avance. Ceci sur Benjamin Netanyahou, matérialisant l'ampleur du mécontentement des électeurs de droite à son égard. Comment le Likoud, Daniel Haïk, analyse-t-il cette situation ? Eh bien, écoutez, comment vous dire ça ? Je vais aller droit au but. Binyamin Netanyahou a été le Premier ministre qui a eu la plus longue longévité, on va dire, période de longévité au poste de Premier ministre. Et on va dire qu'il a rendu énormément de services à l'État d'Israël. Seulement, il était Premier ministre le 7 octobre. Et d'une manière ou d'une autre, quoi que qu'on le veuille, eh bien, il doit endosser une forme de responsabilité dans ce qui s'est passé le 7 octobre. De par sa fonction de Premier ministre, de responsable suprême et des armées et de la vie politique, il ne peut pas ne pas endosser une responsabilité dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Et quelque part, si on compare toujours cette période actuelle à celle de la guerre de Kippour, je vous rappelle qu'à l'époque de la guerre de Kippour, après les combats, une commission d'enquête avait été nommée, la commission Agranat. Elle avait fait endosser la responsabilité de la guerre à l'échelon militaire à l'époque. Et elle avait donc exigé la démission du chef d'état-major, du commandant de la région sud, etc., etc., et du chef des services de renseignement militaire. Là, et ça s'était passé comme ça. Et à l'époque, quelques semaines après la publication de ce rapport, eh bien, Golda Meir, qui était Premier ministre, eh bien, avait annoncé sa démission. Elle ne pouvait pas imaginer qu'elle n'endosserait pas une responsabilité quelconque dans ce qui s'est passé le jour de Kippour, en 1973. Donc, ça doit être le même cas de figure pour Binyamin Netanyahou. En dépit de tout ce qu'il a fait pour l'État d'Israël, eh bien, il doit se retirer. Et aujourd'hui, les Israéliens le comprennent eux-mêmes. Et et cela se reflète dans les sondages. Les sondages que vous avez donnés montrent très clairement une baisse constante et assez dramatique de la popularité du Likoud. Le Likoud a 32 ou 33 députés aujourd'hui à la Knesset. Dans les sondages, il n'en a pas plus que 15 ou 16, c'est-à-dire la moitié de sa force électorale. Binyamin Netanyahou, de semaine en semaine, est considéré comme de moins en moins apte à remplir les fonctions de Premier ministre, et c'est Benny Gantz qui le devance largement, avec un écart d'une vingtaine de points aujourd'hui. Il faut se résoudre à l'évidence. Il peut y avoir une vie pour l'État d'Israël après Binyamin Netanyahou, même si beaucoup d'Israéliens n'ont pas connu cela. Mais effectivement, à mon avis, ça semble incontournable. Je pense que Netanyahou va s'accrocher. Il va essayer de rester au pouvoir par tous les moyens, de montrer qu'il est le seul capable d'empêcher la création d'un État palestinien comme le souhaitent les Européens, les Américains, etc. Mais à mon avis, ça ne suffira pas. Il est probable qu'il y ait le moment venu, lorsque la guerre sera arrêtée, lorsque les réservistes seront revenus, il y aura un mouvement d'opinion dans la société israélienne qui poussera Binyamin Netanyahou en dehors de la présidence du Conseil. Et tout cela se répercute donc au sein du Likoud, où il y a une véritable tension. On est déjà en train d'essayer d'envisager l'après Netanyahou, même si personne n'en parle ouvertement.
Mi-décembre, Joe Biden, je reviens vers lui, déplorait que le gouvernement israélien écarte la solution de deux États et aurait aimé que le Premier ministre change une partie de son gouvernement. 2 mois après le début des opérations, le but, détruire le Hamas, n'est toujours pas atteint. Dans la dernière semaine de l'année, Netanyahou affirmait « Nous intensifierons les combats dans les jours à venir et cela sera une longue guerre qui n'est pas près de finir, même si elle exige un coût très élevé. » Daniel Laïc, à qui cette annonce était-elle destinée? À Biden? À l'opinion israélienne? Au Hamas? Ouais. À ceux qui, comme l'ONU et la France, appellent à un cessez-le-feu durable? À qui? Non, une telle annonce de la part de Benjamin Netanyahou, elle est destinée avant tout à l'opinion publique israélienne, ça c'est clair. L'opinion publique israélienne s'est habituée, les Israéliens sont toujours habitués aux guerres relativement courtes. Et là, on est dans une guerre à 90 jours. C'est énorme, 90 jours. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'opération Bordure Protectrice avait duré 50 jours et déjà on l'avait considéré comme une guerre qui commençait à s'enliser. On est dans une guerre qui dure depuis 90 jours. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, la détermination de l'armée, la détermination des soldats, des soldats du contingent, des réservistes, à aller jusqu'au bout, elle est tellement forte que, eh bien, on a du mal à imaginer que les choses s'arrêtent. Et d'ailleurs, je dois vous avouer, Yahya Sinwar, le leader terroriste du Hamas, lui pensait avec l'accord qui a été conclu et qui a permis la libération d'une centaine d'otages, il pensait que avec cette trêve, eh bien, jamais l'armée israélienne n'aurait le courage ou la force de reprendre les combats. Bien sûr. Et que l'opinion publique internationale, les Américains feraient pression sur Israël pour ne pas reprendre les combats. Il comptait beaucoup là-dessus. Et il s'est trompé. Les Israéliens étaient déterminés. Il y a un vent, une volonté, pas de vengeance de la part de la population israélienne, mais il y a une volonté de régler une fois pour toutes son compte au Hamas. Et quelque part, donc, Benjamin Netanyahou, lui, il comprend que les choses vont prendre du temps, parce qu'il y a tellement à nettoyer dans cette bande de Gaza, c'est incroyable. Et ça sera probablement l'un des sujets qui seront débattus après la guerre. Comment on a pu cacher à l'opinion publique israélienne ce qui se passait à l'intérieur de la bande de Gaza? Tant de munitions, tant de tunnels, des centaines de kilomètres de tunnels, alors que, pour la petite histoire et pour plaisanter un peu, il faut 10 ans, il a fallu 10 ans pour creuser la ligne de métro ou de tramway à Tel Aviv. Tout le monde le sait, ça a pris des années et des années et des années. Il a fallu en 15 ans, le Hamas a creusé des centaines de kilomètres de tunnels sous Gaza, uniquement dans la perspective de pouvoir attendre le jour venu l'armée israélienne. C'est fou. Et donc, quelque part, Netanyahou, j'aurais même tendance à le comprendre sur sa politique qui est aujourd'hui critiquée, politique de passivité face au Hamas des 10 dernières années. C'était de dire, peut-être que lui-même, il savait que c'était ce qu'il y avait à l'intérieur de la bande de Gaza et qu'il était conscient qu'il ne pourrait pas provoquer lui-même, donner l'ordre à l'armée israélienne de partir en campagne à moins d'une situation exceptionnelle, parce que sinon eh bien, l'opinion publique n'aurait pas tenu le coup, n'aurait pas compris pourquoi eh bien, l'armée israélienne a besoin d'aller dans la bande de Gaza pour détruire ceux qui s'y trouvent. Malheureusement, ça nous a coûté 1200 morts au début, le 7 octobre. Il y a eu ce 7 octobre qui a totalement bouleversé la donne. Et quelque part, face à cela, face au terrorisme, il faut s'armer de patience, il faut avoir beaucoup de courage, il faut s'armer de patience. Ce n'est pas une guerre contre des armées régulières, c'est une guerre de guérilla dans un espace urbain compliqué. Et ça va prendre du temps. Tout le monde le dit, ça va prendre du temps. Alors avec l'élimination du Hamas, parce qu'il faut voir un petit peu les perspectives, y aura-t-il un avenir palestinien pour Gaza? Oussama Al-Ali, ambassadeur de l'autorité palestinienne en Jordanie et membre éminent du Fatah, le pense. Il a condamné dans des termes les plus durs les attaques du 7 octobre commises par le Hamas et que celui-ci avait provoqué. Il a provoqué 100 catastrophes à Gaza. Et qu'à cause de ces actes, le peuple palestinien subissait une énorme défaite. Alors Daniel Laïc, on va terminer sur cette question. En Israël, qu'est-ce qu'on pense de cette déclaration? Écoutez,
les leaders palestiniens, qu'ils soient du Hamas ou du Fatah, ont été ceux qui ont provoqué le drame du peuple palestinien. Ce sont eux dans leur positionnement, dans leur comportement, dans leur comportement, on va dire, corruptif, dans leur extrémisme, dans leur haine d'Israël. Eh bien, ils ont semé les graines de la défaite du peuple palestinien. Même si le 7 octobre, on peut dire que le Hamas a remporté une victoire, si on peut dire ainsi, face à des civils, face à des femmes, des enfants, des vieillards, eh bien, au bout du compte, le drame, c'est le drame du peuple palestinien. Et le peuple palestinien n'a pas de solution pour l'instant. Et on ne voit pas véritablement, même les pays occidentaux qui proposent la solution de deux États pour deux peuples, tout le monde sait en Israël que c'est pas une solution réaliste. Je dois avouer que je débat même il y a encore quelques heures avec des amis sur l'avenir de la bande de Gaza. Et je leur suggérais de sortir des sentiers battus, de ne pas revenir sur des paradigmes d'avant le 7 octobre, sur deux États pour deux peuples, avec une autorité palestinienne remodelée, reformée, revitalisée, etc. Tout ça ne veut pas dire grande chose. Moi, j'aurais tendance à dire il faut essayer de trouver des solutions qui n'ont jamais été proposées. L'une des solutions, ça pourrait être le déplacement d'une population. C'est vrai que c'est énorme, la population de la bande de Gaza, 2 millions d'habitants. Mais je vous rappelle que plus de 6 millions à 8 millions de Syriens ont quitté leur pays pendant la guerre civile. C'est ce que Daniel Haïk, c'est ce que propose Bezalel Smotrich, le ministre des Finances. Propose Bezalel Smotrich, même si je ne partage pas il dit de les mettre à l'étranger, mais l'étranger, c'est où dans son esprit? L'étranger, écoutez, l'étranger, c'est là où... Et il n'est pas le seul, Bezalel Smotrich. Les Américains n'aiment pas Bezalel Smotrich, mais s'il se retourne derrière, l'administration Biden se retourne du côté du Congrès américain, eh bien, elle trouvera là-bas des membres du Congrès et des sénateurs qui pensent exactement la même chose, qui ont pris une initiative qui va dans ce sens et qui vise à déplacer 1 million de Gazaouis en Égypte, 250 000 au Yémen, 500 000 en Turquie, 250 000 en Irak. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des pays qui reçoivent une aide économique extrêmement élevée de la part des Américains et qui disent on vous donne des milliards de dollars, eh bien voilà, on va utiliser une partie de ces milliards de dollars pour réinstaller une population, pour lui donner un avenir, pour lui donner une chance de sortir de là. Pourquoi? Est-ce que cette solution est moins bonne que la solution de les ramener dans cette enclave où ils seront dépendants à chaque fois, dépendants des bons vouloirs d'Israël, dépendants qu'ils devront des permis de travail à l'intérieur du territoire israélien? Pourquoi ne pas essayer de leur offrir un avenir un petit peu plus serein? Voilà, il faut sortir des sentiers battus pour essayer de résoudre le problème de Gaza. Mon invité aujourd'hui, Daniel Haïk, analyste politique de la chaîne I24. Merci Daniel. Merci pour toutes ces analyses, explications et commentaires qui nous permettront, bien sûr, de mieux comprendre la complexité du Moyen-Orient. Merci à vous, Alexandre. Bonne journée à vous et aux auditeurs de la radio juive de Cannes. Merci beaucoup et à bientôt.